Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un témoignage assez fort, celui de Kate Cassidy, la compagne de Liam Payne. C'était peu après sa disparition tragique dans une entrevue avec Jay Shetty. On va essayer de comprendre un peu leur histoire à travers ces mots. Oui, c'est un sujet délicat. On va parler de deuil, d'addiction, de santé mentale, et tout ça sous une énorme pression médiatique. Donc, on va vraiment se baser sur ce qu'elle dit dans cet extrait, sans porter de jugement, bien sûr. Exactement. Alors pour commencer, leur rencontre. C'est assez fou, non? À Charleston, elle était serveuse là-bas depuis peu et elle sert Liam. Apparemment, elle était fan depuis longtemps et elle avait cette espèce d'intuition. Oui, comme quoi leur chemin allait se croiser un jour. C'est assez romanesque comme début. Et visiblement, le coup de foudre a été immédiat. Ils sont restés inséparables plusieurs jours. C'est ça, elle lui fait découvrir sa vie un peu plus normale, on va dire. Et lui, il l'introduit dans son monde de célébrité. Mais très vite, la réalité la rattrape. L'exposition médiatique, le harcèlement en ligne. Comment elle a vécu ça, Evelyne? Eh bien, elle raconte que Liam l'a beaucoup épaulée. Il lui a appris, selon ses mots, à avoir la peau dure. C'était nécessaire, j'imagine. Mais l'interview va plus loin que ça. Elle parle surtout des combats personnels de Liam. Oui, ses problèmes de santé mentale, l'addiction, des choses dont il parlait ouvertement d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est comment elle, Kate, a appréhendé ça. L'addiction, au début. Au début, elle ne comprenait pas. C'est ce qu'elle dit. Elle avait ce réflexe un peu commun de se dire « mais pourquoi tu n'arrêtes pas assez simple ?» Une sorte d'incompréhension initiale. Voilà. Et puis, elle a réalisé que ce n'était pas une question de volonté. C'est plus profond. Elle utilise cette image d'un cerveau câblé différemment. C'est assez parlant. Tout à fait. Ça montre une vraie évolution dans sa compréhension de ce qu'est l'addiction. Comme une maladie, en fait. Elle explique qu'elle essayait de créer un équilibre pour lui. Des sorties, oui, mais aussi des moments calmes à la maison. Mais elle reconnaît aussi ses limites. C'est ça, on ne peut pas guérir quelqu'un. Exactement. Elle dit bien, on peut soutenir, on peut accompagner, mais on ne guérit pas quelqu'un d'autre. C'est une nuance importante qu'elle apporte. Et ça rend l'annonce de sa mort, encore plus terrible, forcément. Le moment où elle l'apprend, elle le décrit comment? Oui, c'est glaçant. Un ami de Liam l'appelle, il parle d'une chute. D'abord, elle n'y croit pas. Elle pense à une énième rumeur, sans doute. Puis un deuxième appel. Et là, c'est la confirmation. La panique, le choc total, seule chez elle, c'est difficile à imaginer. Surtout avec le souvenir de leur dernière conversation quelques jours avant en Argentine. Ah oui, ce moment, poignant. Elle lui disait au revoir, très émue, et il lui aurait répondu en riant, quelque chose comme Kate, tu agis comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. c'est terrible après coup. Mais elle dit que ça lui apporte aussi une certaine paix. Parce que cet adieu était vrai, plein d'amour. C'est cette dualité, hein, Hmm. la douleur immense et en même temps cette forme de clôture sincère. Elle parle aussi des funérailles, de ce sentiment d'absurdité. Oui, j'étais censée essayer ma robe de mariée, pas choisir une robe noire. Le contraste est brutal. Et dans ce deuil, qui est en plus très public, elle cherche Des signes. C'est un aspect assez touchant de son récit. une façon de garder le lien peut-être. Elle raconte des anecdotes. Comme le jouet Happy Meal, avec le chiffre 444, leur chiffre fétiche. Oui, ou un papier peint qu'elle voit par hasard à Los Angeles, identique à un qu'ils aimaient, ou une chanson de One Direction qui passe au restaurant. Des synchronicités, quoi. Qui lui apportent du réconfort, un sentiment qu'il est encore là, d'une certaine manière. Et puis il y a les choses plus concrètes, comme les lettres qu'il lui écrivait. Ah oui, les lettres manuscrites. Elle dit qu'il était comme un poète. Elle garde tout précieusement, même les mots sur une serviette. Ça doit être un ancrage très fort. Elle partage même un extrait d'une lettre pour une montre sans chiffre qu'il lui a offerte. Mon amour pour toi est sans fin, intemporel. Nous avons tout le temps du monde. C'est très beau. Relire son écriture, c'est comme entendre sa voix, dit-elle. Ces lettres, ces signes, ce sont des fils auxquels elle se raccroche, clairement. Elle parle aussi de l'amour des fans, révélé massivement après sa mort, et elle regrette qu'il n'ait peut-être pas pu ressentir ça de son vivant. Oui, lui qui était aussi souvent critiqué, parfois durement. Ça ramène à la question de l'impact des mots, surtout en ligne. Exactement. Finalement, ce témoignage, c'est le récit d'un amour intense, oui, mais aussi des défis de la célébrité, de l'addiction, et ça culmine dans ce deuil public vécu avec une intensité rare. Ça montre vraiment la complexité de tout ça. C'est une exploration très humaine en fait. Comment on accompagne quelqu'un qui lutte, comment on traverse une perte immense sous les yeux de tous. Et l'importance des souvenirs, qu'ils soient un peu magiques comme les signes ou très tangibles comme une lettre. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question plus large. Au-delà du réconfort personnel, est-ce que cette recherche de signes,
après une perte, ne façonne pas aussi activement notre mémoire, le récit qu'on construit de la personne disparue? C'est une pensée intéressante.